grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. AES CEDEAO, un divorce toujours pas acté. Les ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sont libres d'entrée et de sortie dans l'espace de la Confédération des États du Sahel AES sans visa. La décision a été prise le samedi dernier par le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES à la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. De son côté, l'organisation dit avoir pris acte de la décision du Collège. Toutefois, elle a décidé de maintenir le dialogue jusqu'au mois de juillet 2025. Quelle analyse de ces différentes déclarations? Ce retrait aura-t-il un impact sur la libre circulation des personnes et les échanges commerciaux? On en saura davantage dans ce grand dialogue avec nos invités. Professeur Mamadou Dia, enseignant-chercheur à l'Université de Lettres et de Sciences humaines de Bamako. Docteur Abdoulaye Ntegi Konari, économiste à l'Université de Sciences sociales et de gestion de Bamako. Et Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. À la présentation, je suis Mrana Kilomega, invité auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous suivez sur 85 radio et 3 télévisions. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous allons commencer avec vous, Cheikh Oumar Soumano. Quelle analyse faites-vous de la déclaration du Collège des chefs d'État de l'AES? Alors, bonsoir Brana, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent au Mali et puis à l'étranger. Alors, je pense que quand on essaie de voir la quintessence de ce que le président Assimi, en tant que président du Collège des chefs d'État, le communiqué qui a été lu, c'est très diplomatique. Ça se comprend. Déjà, la préoccupation de nos populations, c'était l'impact du retrait des 3 pays de l'AES sur la libre circulation des personnes et surtout le libre établissement des opérateurs économiques de part et d'autre. Mais je pense que cet équivoque a été levé. Il n'y a aucun souci. Et je pense qu'au-delà, il n'y avait pas de souci à se faire parce que les pays de l'UEMOA qui sont avec les pays de l'AES, parce que je vais citer le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, qui sont membres en même temps que les 3 pays de l'AES de l'UEMOA. L'UEMOA consacre ce même principe-là de libre circulation des personnes et de leurs biens et surtout de leur libre établissement. D'ailleurs, à ce propos, il y a même un diplôme commun que l'UEMOA a mis en place qui est un diplôme pour être expert comptable. Donc, d'ailleurs, la dernière examination de ce concours a été faite à Niamey pour prouver que déjà, il y aura véritablement pas d'impact au niveau de l'UEMOA. Mais cependant, c'est au niveau surtout des pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA, comme le Nigeria, comme le Cap-Vert, comme la Sierra Leone, comme le Libéria et comme la Gambie. Et donc aujourd'hui, cette adresse, en tout cas cette assurance du Collège des chefs de l'État donné, temporise un peu, tend plutôt à apaiser les préoccupations des populations par rapport à ces pays que je viens de citer. Donc moi, je salue déjà l'esprit et je salue aussi la sagesse des 3 chefs d'État de l'AES. Parce que je pense qu'ils ont donné une réponse claire aux préoccupations soulevées par les populations. Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de souci à se faire, vous faites référence du fait que c'est les mêmes acquis concernant la libre circulation des personnes et des biens? Oui, j'ai dit déjà, dans l'UEMOA, il y a ça. C'est important parce que quand vous prenez la CEDEAO, vous avez l'UEMOA dans la CEDEAO. Et dans l'UEMOA, le Mali a plus d'échanges avec des pays qui sont, je dirais, qui constituent quelque part le moissonnement aussi de la CEDEAO. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire et quand vous prenez le Sénégal, il y a plus de rapports entre le Mali et ces pays comparativement au rapport entre le Mali, madame, et le Libéria. Donc si aujourd'hui ce principe reste acquis dans le cadre de l'UEMOA, en fait, il n'y a pas de souci parce qu'il y a plus de Maliens qui vont au Sénégal, il y a plus de Maliens qui vont en Côte d'Ivoire, il y a plus de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas besoin, on ne dira pas tout de suite que quand il y a un retrait, qu'on va demander à ces Maliens là-bas de payer la carte de résidence, la carte de séjour. Parce que, en fait, ce principe, il est déjà acté dans l'UEMOA. On est dans l'UEMOA. En revanche,
le souci pourrait se faire quand on veut aller au-delà des frontières de l'UEMOA, comme je l'ai indiqué, le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Gambie, la Sierra Leone et le Libéria, plus la Guinée. Bon, déjà avec la Guinée, le Mali a des relations bilatérales, donc on n'a pas de souci à se faire. Par contre, ces pays que je viens de citer, la déclaration de chef d'État a un sens par rapport à cela. Et donc, puis on a parlé un peu de la question de réciprocité. Mais pour le moment, la CEDEAO a pris acte et je pense que c'est une très bonne chose. Une décision salutaire, pas de souci à se faire, selon Cheikh Oumar Soumano. Professeur Diavou, est-ce que vous avez la même analyse que Soumano? Merci bien et je dis encore bonjour ou bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Et avant de répondre à la question, je voudrais juste apporter une petite précision. Je suis enseignant-chercheur à l'Institut de pédagogie universitaire, donc, et non à l'Université de lettres et des sciences humaines, à l'Institut de pédagogie universitaire. Voilà. Donc, pour cette question, il faudra que l'on comprenne quelque chose. Le divorce, je préfère utiliser le mot divorce. Le divorce ne signifie pas rupture totale de toutes les relations. Même dans un couple, quand on se divorce, il y a toujours des relations qui existent. Et le premier intervenant l'a dit, les relations bilatérales sont là. Le Mali entretient, bon, je ne dirais pas le Mali, les pays de l'AES entretiennent des relations bilatérales avec la plupart de ces États. Et dans les pays de l'AES, vous retrouverez les représentations diplomatiques de ces différents pays. Ce qui suppose que nous avons voulu quitter un groupe. Mais cela ne veut pas dire qu'on a enterré toutes les relations qui existent avec les autres pays. Et puis, il a parlé du cas de l'UEMOA tout de suite. Je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on confonde, par exemple, l'UEMOA et la CEDEAO. L'UEMOA, c'est une autre réalité. À partir du moment où les pays de l'AES sont encore membres de l'UEMOA, donc ça veut dire que les relations continuent là-bas. Et au-delà de tout cela, je pense bien qu'au niveau politique, on peut le dire, mais en réalité, les peuples de la CEDEAO restent toujours soudés et sont toujours en interconnexion et en mouvement. Et surtout que ce n'est pas les pays de l'AES seulement qui ont besoin de la CEDEAO, mais non, les pays la CEDEAO aussi a besoin des pays de l'AES. Donc ça veut dire qu'il y a un divorce, mais on établit de nouvelles opportunités, de nouveaux axes de coopération. Voilà ce que moi je pense. Donc ce n'est pas aussi dramatique qu'on le pense. Voilà. Vous estimez que c'est un divorce? Est-ce à dire que pour vous, cette décision a été une surprise? Cette décision des chefs d'État de l'AES? Ce n'est pas une surprise du tout. Ce n'est pas une surprise. Le fait de donner les mêmes acquis comme la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens? Ce n'est pas du tout une surprise. D'ailleurs, c'est bien réfléchi. C'est pour dire tout simplement que nous ne sommes pas sur un pied de guerre. Nous avons vu que nos intérêts ne sont pas défendus ou n'existent pas dans telle maison. Nous quittons, nous allons dans l'autre maison, mais toujours est-il que nous ne fermons pas la porte. Et je pense que c'est une décision très bien réfléchie de ne pas fermer la porte. Beaucoup s'attendaient à ce qu'on ait quand même un visa entre les États de l'AES et de la CEDEAO quand même. Bon, c'est possible que cela puisse venir un autre moment. Mais pour le moment, je pense bien que ce soit CEDEAO ou que ce soit AES, nous avons tous intérêt à maintenir les relations telles qu'elles sont et à travailler de façon réciproque en laissant la politique au-dessus, mais le peuple, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Professeur Dr Konari, les ressortissants de la CEDEAO sont libres d'entrée et de sortie dans l'espace de l'AES, idem pour les véhicules de transport qui ont les matriculations de l'AES peuvent rentrer aussi, de la CEDEAO peuvent rentrer dans l'AES. Peut-on parler d'une déclaration de séduction?
D'accord, merci beaucoup M. Maïga. Merci au studio Tamani pour l'invitation. Bonjour ou bonsoir aux téléspectateurs et puis aux auditeurs que nous écoutent en ce moment. La situation qui prévaut est une situation qu'on appelle une situation d'attente. C'est-à-dire, généralement, chacun est en train de pousser ses pions en essayant de voir quelle est la réaction de l'autre pour pouvoir agir. Parce que si vous regardez le caractère irréversible du point de vue de l'AES, n'est pas forcément partagé par la CEDEAO par cette déclaration. Parce que les membres de la CEDEAO ont prolongé ce délai de 6 mois pour pouvoir permettre le dialogue. Mais également, les membres de l'AES ont réagi également en faisant en sorte que le dialogue puisse être. Donc, pour moi, cette situation est une situation d'attente. Comme vous l'avez dit, peut-être dans les 6 mois ou dans les années à venir, peut-être ça ne peut pas aller au-delà des 6 mois avec une prolongation, les négociations vont se faire. Peut-être que l'acte de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, peut être définitif, mais il faudrait une situation qui arrange tous les deux parties. Parce qu'il faut qu'on le dise, que ce soit les pays de l'AES, que ce soit les membres de la CEDEAO, surtout ceux qui sont membres de l'UEMOA, la majeure partie d'entre eux entretiennent des relations économiques très proches. Si nous prenons par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, 40% pratiquement du port autonome d'Abidjan est exploité par le Mali. Si vous prenez par exemple le Sénégal également, la majeure partie des produits qui rentrent au Mali aujourd'hui transitent par le Sénégal. C'est un corridor qui est préférentiel depuis 2010 à peu près. Donc ces deux groupes de pays n'ont pas intérêt à pouvoir carrément ne pas avoir de relations. Mais ces relations-là doivent être renégociées. Donc pour d'abord avoir une négociation tranquille et que les populations ne paniquent pas. Nous allons parler de négociations plus tard, mais pour Soumano, c'est une décision salutaire. Professeur Dia estime que ce n'est pas une décision surprenante. Pour vous, vous estimez que c'est la bonne décision qui a été prise par les autorités de l'AES? Donc, je me joins à leur avis. La majeure partie du temps, quand vous faites, en matière de diplomatie, il faut être très prudent. C'est-à-dire, les décisions que vous prenez, vous devez d'abord mesurer leurs conséquences. Et je pense que les pays de l'AES sont dans cette situation. On est en train d'analyser d'abord en profondeur tous ces aspects. Parce que si on veut avoir moins de relations ou bien couper carrément les relations, peut-être, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, il y a toujours l'UEMOA qui garantit une libre circulation des différents pays entre eux. Mais le problème aussi, il y a un problème autre au niveau de l'UEMOA qui est soulevé, le problème de monnaie et autres qui est là. Peut-être ça aussi, ça peut être un autre facteur qui peut amener des troubles dans le futur. Donc, pour régler ce problème définitivement, je pense qu'il faudrait que tous les protagonistes s'asseyent autour d'une table et de faire une négociation. Donc, je rejoins parfaitement leur avis. D'accord. Soumano, dans la déclaration du Collège des chefs d'État, on dit que les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération dans le respect des textes nationaux. Suivant le respect des textes, concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bon, il y a souvent des personnes non grata. Persona non grata. On a vu par exemple que le représentant de la CEDEAO avait été déclaré persona non grata au Mali et on lui avait intimé l'ordre, on lui a donné l'ordre de quitter le territoire sur les 72 heures qui suivent. Donc ça veut dire que des personnes qui aujourd'hui qui sont membres de l'espace CEDEAO et qui ne sont pas membres de l'UEMOA et qui souhaiteraient maintenant venir au Mali, on a les pays de l'UAE se réservent le droit de leur refuser l'accès à leur territoire. Ça, c'est ce que cela veut dire en termes clairs. Mais en général, aujourd'hui, le principe de libre circulation a été élargi encore une fois
aux ressortissants des pays non membres de la CEDEAO, dans la mesure où la vision des membres, des chefs d'État de l'AES est claire, c'est que leur décision de retrait est irréversible. Et à partir du 29 janvier, c'est acté. Parce que ça prend effet une année après après avoir notifié justement sa décision de se retirer. Et cette notification est intervenue le 29 janvier 2023. Donc le 29 janvier 2024, c'est effectif. Et à ce titre, n'eût été cette déclaration faite par le Collège des chefs d'État, normalement un ressortissant de la Gambie ou un ressortissant du Nigeria serait en droit de demander un visa avant de se déplacer dans l'espace. Mais comme cela est ouvert, et cette barrière a été déjà enlevée, on a enlevé cette barrière-là, et on donne la possibilité à ces pays non membres, ressortissants des pays non membres de l'UEMOA, je vais les citer, la Gambie, le Nigeria, la Sierra Leone, le Ghana, le Libéria et la Guinée. Mais je m'empresse pour dire encore que le Mali et la Guinée ont de très bonnes relations. Il y a le bilatéralisme. Et puis également, c'est le cas avec d'autres pays de l'AES. Donc, ces pays, ils viennent sans problème. Cependant, si on se rend compte qu'un d'entre eux souffre d'une mesure d'interdiction, en ce moment-là, les pays de l'AES refuseraient leur accès au territoire. Mais moi, je pense que tout ça, ça se comprend parce que quand même, nous sommes dans une situation où on est dans une situation exceptionnelle. Donc, il faut véritablement filtrer les entrées. Vous avez vu quand beaucoup de coups bas ont été déjoués par la vigilance de nos autorités respectives. Et donc, je pense qu'ils ont tiré les conséquences. Ils ont tiré des enseignements de ces actions-là et c'est ça qui leur a amené justement à poser cette conditionnalité. Sinon, bon, pour moi, le principe, il est acquis et je pense que n'importe qui n'est pas de mauvaise foi et qui souhaiterait vraiment continuer ses relations avec les ressortissants du pays de l'AES, il n'y a aucun souci. Vous avez une double casquette, hein. Vous êtes aussi le patron des entrepreneurs du Mali. Lorsqu'on dit que les ressortissants de la CEDEAO ont le droit de s'établir, de créer des entreprises dans l'espace de l'AES, est-ce que cela vous réjouit? Mais bien sûr, parce que déjà, on a beaucoup de jeunes patrons qui ont des rapports. Moi, je connais des jeunes membres de mon organisation qui ont déjà des rapports avec des opérateurs canadiens, qui ont des rapports avec des opérateurs nigériens. Et donc, ça les conforte parce qu'ils ont déjà créé des succursales ou des filiales dans ces pays-là. Et donc, n'eût été cette sagesse de nos chefs d'État, Assimi, le général Assimi, le général Tchani et puis le capitaine Ibrahim Traoré, ça aurait été remis en cause parce qu'ils auraient eu le statut de commerçant étranger en matière de droit international privé. Et cela suppose quoi? Ils doivent refaire carrément toutes les procédures. Donc beaucoup d'avantages qu'on leur accordait là-bas seraient remis en cause. Donc le fait que maintenant les pays de l'AES ont décidé de faire consacrer justement ce principe de libre établissement, de libre circulation, je pense que les acquis seront préservés. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait saluer la sagesse de la décision. Donc si c'était le contraire, les conséquences pourraient être énormes. Oui, bien sûr, les conséquences pourraient être énormes parce que déjà, vous avez vu par exemple, généralement dans beaucoup de pays, s'il n'y a pas cette possibilité, je prends le cas justement de certains de nos opérateurs qui veulent s'établir dans d'autres pays, et là ils sont obligés de s'affilier avec les nationaux et même de se faire parrainer par les nationaux de ces pays-là pour pouvoir faire leur affaire. Et donc je crois que ces genres de contraintes, la décision telle que prise par nos autorités de l'AES permettent d'éviter ce genre de contraintes à nos opérateurs qui entretiennent des relations avec les ressortissants des pays non membres de l'UEMOA. D'accord. Professeur Dia, lors d'un séminaire à Bamako au mois d'octobre dernier sur le thème coopération internationale au bénéfice des États du Sahel, défis, enjeux et perspectives, des experts ont recommandé de préserver la libre circulation des personnes et des biens et renforcer la coopération sécuritaire au Sahel. Peut-on dire que cette recommandation a été attendue par les autorités de l'AES? Bon, je pense que, parlant de l'AES d'abord, c'est une évidence que à l'intérieur de l'AES, ils sont en train de se donner les mains pour pouvoir quand même garantir la sécurité. Maintenant, au-delà de l'AES, pour la relation AES-CEDEAO, on est obligé de respecter ça parce que, comme on le dit,
quand on voit le feu dans la maison du voisin, on doit s'empresser de l'aider à l'éteindre, sinon ce même feu peut vous atteindre. Donc c'est de la même manière. L'AES n'a pas intérêt à ce que ça brûle du côté de la CEDEAO, et la CEDEAO n'a pas intérêt que ça brûle du côté de l'AES. Sinon, nous appartenons à un même espace économique, environnemental, géographique, historique. Donc, ça veut dire que ça nous impacte tous. Donc, ils sont obligés d'œuvrer dans ce sens-là pour que la sécurité puisse être préservée des deux côtés et au bénéfice de toutes les populations. Quel impact cette décision pourrait avoir sur le développement économique des pays de l'AES? Il n'y a pas de développement sans paix. Ça, c'est indiscutable. Et tout le monde sait que l'insécurité a joué sur tous les maillons de la chaîne économique de tous les pays de la CEDEAO, que ce soit les pays qui sont directement concernés ou qui sont indirectement concernés, ça joue sur tout le monde. Donc dans ce sens-là, cette décision impacte obligatoirement si vous voulez bien, on peut appeler ça un boom économique pour tout le monde. Là, il ne peut pas avoir de développement sans paix. Donc on doit se battre pour que cette sécurité puisse s'installer au profit de l'économie, et au profit du social et au profit de l'humanité, entre guillemets. Voilà. Docteur Konaré, la libre circulation fait rentrer quand même de l'argent dans la caisse des États concernés. Est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, les ressortissants de l'AES ont vraiment une libre circulation dans cet espace-là? Les tracasseries routières ont-elles été diminuées selon vous? Bon, les tracasseries qu'on avait de façon générale, parce qu'il y a un tarif extérieur commun qui existe entre ces pays, qui est généralement respecté, mais des fois a du mal à pouvoir être mis en place. Mais n'eût été cela, bon, je pense que les différentes transactions se font normalement, donc comme il se faisait auparavant. Mais pour revenir un peu à ce que mon prédécesseur disait tout de suite, bon, j'ai un chiffre ici sur le territoire de l'AES. Le territoire de l'AES, c'est 2 780 000 km² à peu près. Et si vous prenez la CEDEAO, ça fait 5 110 000 km². C'est-à-dire l'AES seulement représente 54% du territoire de la CEDEAO. Et ça, c'est énorme. On ne peut pas se passer de tout cet espace. Donc, comme le professeur vient de le dire, tous ces pays-là gagneraient à avoir une certaine stabilité. Un espace moins occupé? Non, un espace moins occupé, je veux dire tout simplement, tous ces pays-là gagneraient à ce que ça aille des deux côtés. Parce que l'espace qui est assez large au niveau de l'AES, si la sécurité n'est pas garantie, forcément, ça va se répercuter sur les autres pays de la CEDEAO. C'est sûr et certain. Donc, maintenir cette paix est une obligation pour les pays de l'AES, mais également pour les pays de la CEDEAO. Et en encourageant peut-être des perturbations, en faisant faire des visas et autres, ceci peut accroître l'insécurité dans beaucoup de domaines. Et ça pourrait faire en sorte aussi que la libre circulation qui est opérationnelle aujourd'hui puisse être mise à mal. Et ceci peut amener beaucoup de désagréments qu'on ne va pas trop citer vu qu'on n'est pas dans cette situation. D'accord. Mais est-ce que vous estimez que cette décision pourrait être considérée comme un outil pour renforcer le climat de confiance entre les deux organisations? Bien entendu, bien entendu. Tout porte à croire que chaque diplomatie des deux côtés est en train d'œuvrer pour pouvoir avoir le plus de poids possible. Parce que chacun d'entre eux est conscient que cette alliance-là, ou bien cette relation qui lie les pays de la CEDEAO est une relation très forte. Et la CEDEAO aujourd'hui est un exemple dans le monde. On l'a dit, il y a beaucoup de pays qui frappent à la porte aujourd'hui de la CEDEAO pour rentrer. Mais c'est le côté souveraineté, le côté politique surtout qui pose problème.
avec les différentes sanctions qui ont été imposées à ces pays-là. Et en sortant de cet espace à travers cette décision, ces pays-là garantissent une certaine stabilité ou garantissent le fait de ne pas être sanctionnés ou sanctionnables par ces pays, ces autres pays de la CEDEAO. Mais sur le plan économique, tout le monde est unanime. Tout le monde sait qu'il faudrait qu'il y ait une certaine libre-échange ou même renforcer cette libre-échange pour que ces pays-là puissent prospérer. Parce qu'il y a beaucoup de projets en commun. Par exemple, le projet d'intégration régionale qu'on a sur les chemins de fer, par exemple le Sénégal et puis le Mali, et même qui peut s'étendre dans d'autres pays. Le problème d'électrification également, qui est mis en œuvre à travers un programme de système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, qui est également en gestation. Tous ces programmes-là pourraient être mis à mal avec la sortie totale de ces pays-là. Donc, justement, j'allais poser même la question. Vous avez dit que le territoire de l'AES représente 54% du territoire de la CEDEAO. Quelles pourraient être donc les retombées économiques pour l'AES? Les retombées économiques par rapport à quoi? Par rapport à la sortie? Par rapport à la sortie. Par rapport à la sortie. Bon, par rapport à la sortie, ça peut être les conséquences économiques directes, je peux dire dans le court terme, peut avoir des impacts négatifs pour le pays qui est le Mali, mais ça pourrait nous permettre d'avoir d'autres dynamiques. De un, nous avons notre souveraineté qui sera renforcée. Comme on l'a dit, le territoire nous appartient, on ne peut pas nous sanctionner par rapport à certaines décisions qui ont été prises récemment plutôt. Et il y a également le renforcement sécuritaire régional qui peut être fait avec ces trois pays-là qui pourront mettre en commun leurs forces pour pouvoir mieux quadriller le territoire. Mais également, il y a une dynamique économique, une nouvelle dynamique économique qui peut naître de cette séparation. C'est-à-dire, d'autres corridors préférentiels peuvent émettre ou peuvent voir le jour grâce à cela. Je pense que si nos décideurs ont pris cette décision, ils sont dans deux optiques. Ils sont déjà au courant qu'ils sont peut-être en position de force par rapport aux pays de la CEDEAO, par rapport à ces négociations. Je l'ai souligné tout de suite, beaucoup de ces pays frontaliers vivent grâce aux transactions réalisées par le Mali. Prenez un pays comme le Sénégal, il y a tellement de produits qui transitent par le Sénégal. Aujourd'hui, si ça s'arrête, ça risque de mettre à mal leur économie. Également, le deuxième point auquel ces pays-là pourraient peut-être se mettre en tête, c'est dans le long terme. Dans le long terme, ça pourrait développer une nouvelle diplomatie avec d'autres partenaires qui n'existaient pas auparavant. Donc, que ce soit occidentaux, que ce soit asiatiques, mais ça pourrait leur permettre de pouvoir avoir une nouvelle dynamique et une nouvelle vision. D'accord. J'allais poser la question autrement. Est-ce que le peuple de l'AES sent qu'il y a une intégration commune au sein de l'AES? L'AES, oui, je dirais oui, parce que, vous savez, quand on regarde toutes les activités autour du projet AES, on va dire que déjà, les populations ont épousé l'esprit et l'idée déjà. Pourquoi? Je veux d'abord prendre toutes les activités que les femmes opératrices économiques ont eu à réaliser à Bamako, ici, où il y a eu une fois, en tout cas un forum où les femmes ont pu montrer leur savoir-faire culinaire, etc. Il y a également récemment la compétition AES de l'État en taekwondo qu'on a organisé ici au mois de novembre. Il y a les ministres du commerce et de l'industrie qui se sont réunis, qui ont aussi fait un acte qui pourrait avoir des impacts pour pouvoir permettre justement à nos opérateurs économiques qui ne puissent pas ressentir véritablement le choc. Mais ce qui est important de noter, c'est que la CEDEAO dans sa forme initiale, avant qu'elle ne se coupe des questions politiques, est une réussite. Je le dis bien, c'est-à-dire que dans l'acte qu'il a institué en 1975, les objectifs que la CEDEAO recherchait sont salutaires, parce que c'était vraiment une intégration. Et on va voir par rapport à ces autres
regroupements économiques du genre dans l'Afrique, elle est la seule où le principe de la libre circulation est effectif. Si vous prenez le pendant sous d'autres cieux, vous allez voir que ce principe de libre circulation n'était pas un acquis. En revanche, la CEDEAO s'est mélangé les pédales en voulant s'occuper des questions politiques et qui l'ont amené souvent à infliger des sanctions illégitimes et illégales non prévues par ce propre texte. C'est là où elle a eu un rejet dans le commun des populations de l'AE parce qu'il y avait ce sentiment justement d'injustice et que malheureusement elle-même elle a véritablement consacré. Donc, la sortie des populations maliennes du 14 juin pour le rejet des sanctions, aujourd'hui, des sanctions que le Mali qui avaient été infligées au Mali par le passé, je crois que ça, c'est un signe, un baromètre qui prouve qu'il y avait déjà le rejet. Donc, le fait qu'on ait créé l'AES, évidemment, cette même population va adhérer. Et donc, très rapidement, il y a eu des actions concrètes qui ont été posées, mais également, il y a eu une communication autour. Parce que d'ailleurs, les préoccupations des uns et des autres, je l'ai indiqué en début de propos, c'était quel allait être le sort de ce principe de circulation des personnes dans l'espace CEDEAO. Oui, tout à fait. Voilà. Mais est-ce à dire que, je posais la question tout à l'heure à Dr Konaré, les tracasseries routières que connaissent les pays de l'AES, notamment les ressortissants de l'AES à leurs frontières, ont-elles cessé? Bon, vous savez, les textes, quand on prend les textes sont là. Ces tracasseries dont on parle, dans les textes, il n'y a pas de problème. Mais la pratique, je ne sais pas. Parce qu'il faut peut-être qu'on fasse le circuit pour se rendre compte si réellement il y a des tracasseries. Et malheureusement, la plupart du temps, empruntent la voie aérienne. Je sais par exemple, quand vous descendez à l'aéroport de Niamey avec le passeport malien, vous n'avez aucun souci, ça je sais. Quand vous allez à Ouagadougou, j'ai fait plusieurs fois à Ouagadougou, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce que ceux qui empruntent la voie terrestre, je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais fait. Mais il faudrait quand même le faire pour pouvoir l'attester. Mais normalement, il ne doit pas avoir de problème. Je dis bien normalement. Mais il peut arriver qu'il y a certains bobos, il y a peut-être souvent des brebis galeuses qui pourraient racketter. Ça, c'est bien possible, mais je ne dis pas que c'est le cas. Et si c'est le cas et qu'il y a des preuves, je pense que si on le remonte à qui de droit, il y a des sanctions qui seront prises et on va sévir contre ces personnes-là. Donc moi, je crois que les uns et les autres doivent faire attention parce que je pense qu'on a des autorités en place qui veulent réellement apaiser les difficultés des populations. Donc quand on met en place des textes, de mon point de vue, ces textes sont faits pour être respectés. Et si d'aventure, il y a encore une fois des brebis galeuses qui font le contraire, je pense que les sanctions vont tomber. D'accord. Professeur Dial. Excusez-moi, ça serait abondé dans le même sens. C'est-à-dire en réalité, quand on prend les textes, il n'existe pas de tracasserie. Parce que tous les textes sont clairs. La libre circulation des personnes et des biens est une réalité. Mais, il a dit, il peut y avoir des brebis galeuses. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas au niveau étatique, mais ça, c'est au niveau individuel. C'est la conscience individuelle, l'être humain qui doit être revu. Et au niveau de chaque pays maintenant, on doit faire une sensibilisation pour permettre à ceux qui sont dans les postes frontaliers de pouvoir faciliter davantage le libre accès, la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, merci bien. D'accord. La CEDEAO dit avoir pris acte de la décision du collège des chefs d'État de la CEDEAO, mais pourtant, on donne encore la chance à des négociations. Lorsqu'on prend acte, est-ce à dire qu'on a déjà accepté le divorce? Bon, je pense que, je ne sais pas, un des intervenants l'a dit, c'est très simple, c'est très politique, très stratégique. Chacun essaie de voir de son côté qu'est-ce que je peux faire pour... Un animal, quand on l'abat, ses derniers soubresauts, ça existe, les derniers soubresauts existent toujours. La CEDEAO sait que la décision de l'AES est une décision irréversible. Mais elle tend toujours la main pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, puisque il y a une rupture, ce n'est pas du jour au lendemain. On donne toujours 6 mois, ils ont donné 6 mois, tout en espérant sur un retour possible
ou bien pendant les négociations, comment faire en sorte quand même que chacun puisse se retrouver librement sans autre chose. Sinon, il y avait eu un an pour négocier. Oui. Un an n'a pas suffi pour permettre aux autorités de l'AES de revenir à leur décision. Est-ce que vous pensez que ces 6 mois-là permettront aux autorités de l'AES de revenir à leur décision qui disent d'ailleurs que c'est irréversible? Non, ce n'est pas 6 mois, c'est 18 mois. Parce que les 6 mois-là sont ajoutés aux 12 mois déjà passés. C'est pour dire tout simplement que nous allons négocier pendant 18 mois. On a déjà négocié pendant 12 mois. Il nous reste encore 6 mois de négociation, on espère. Mais ce qui est sûr, c'est que la CEDEAO même est convaincue que l'AES ne va pas faire un retour. Mais elle tend toujours la main pour un dernier recours, un dernier espoir. C'est comme ça que moi je comprends. D'accord. Docteur Konaré, est-ce que vous estimez que les négociations déjà entamées ont été un échec? Bon, au vu des différents communiqués, nous ne pouvons pas dire que c'est un échec parce que déjà, il y a un moratoire qui est là, qui maintient la situation telle qu'elle. Ceci n'a pas été fait comme ça. Il y a eu des négociations, il y a eu beaucoup comment dirais-je, de visites de présidents et autres. Donc, je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous avez pas mal de présidents qui ont défilé ces derniers temps sur le plan diplomatique et qui ont eu à faire des résultats. Et ce sont ces résultats-là qui sont là. Parce que, tout simplement, on donne une autre chance à ce que le mariage puisse continuer, ou bien, même si on doit avoir divorce, que le divorce-là puisse se faire dans de bons termes. C'est-à-dire que la négociation sur le plan, par exemple, de la libre circulation, sur le plan économique, puisse se faire dans l'ordre. Parce que si on avait quitté, ou bien on avait, tout le monde était à couteau tiré tout de suite, ça allait poser beaucoup de problèmes et ça allait mettre une instabilité politique et puis même sécuritaire dans la région. Et je pense que la décision que les deux parties ont eu à prendre est une décision réfléchie qui a été négociée et les négociations sont toujours en cours et pourront aboutir à de meilleurs sentiments. La CEDEAO a pris comme médiateur notamment Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo. Que pensez-vous du profil de ces deux médiateurs de la CEDEAO pour permettre à l'AES de revenir à sa décision? Non, mais ce sont les meilleurs profils, je dirais, qui sont habilités généralement à pouvoir négocier. Par exemple, le Sénégal a une relation historique avec le Mali. Donc, on ne va pas refaire l'histoire. Et cette relation-là perdure même dans les négociations. Aujourd'hui, combien de familles maliennes ont des parents au Sénégal et combien de familles sénégalaises ont des parents au Mali ici? Il y en a beaucoup trop. Donc, le profil de ces deux pays-là, qui sont des partenaires sûrs du Mali, où leur port autonome, pratiquement, nos produits transitent par ces ports-là, et eux, ils gagnent beaucoup en taxes douanières, c'est salutaire. Et je pense que c'est les meilleurs profils qui ont été choisis par le président de la CEDEAO. Vous estimez qu'il existe encore une chance à cette négociation? Bon, je pense que tant qu'il y a un compromis? Tant qu'il y a les négociations, je pense qu'il peut y avoir un compromis. Mais il serait très difficile quand même que la situation reste comme avant. Parce que les pays de la CEDEAO, je le dis, ils sont sortis de la CEDEAO surtout à cause du fait qu'on a violé une partie de leur souveraineté. C'est-à-dire avec les sanctions qu'on a eues. Maintenant, peut-être en atténuant ces différents éléments, peut-être qu'il y aura une négociation qui pourra aboutir à une nouvelle forme de diplomatie. Mais je pense que la forme ancienne ne va plus exister. Il y aura une nouvelle forme qui va exister avec les négociations. D'accord. Soumano, le président sénégalais était confiant quant à une sortie de crise bien avant la déclaration du Collège des chefs d'État. Il avait dit que l'AES est toujours là, elle pourrait rester dans la CEDEAO en tant qu'une entité. Qu'est-ce qui aurait changé à la dernière minute qui fait que les autorités de l'AES
l'AES ont déclaré autre chose. Donc, vous savez ce que j'ai toujours dit, quand on pense toujours à ce qui nous est arrivé, surtout la gestion politique, la mauvaise gestion politique du pacte de gouvernance que la CEDEAO s'est donné à partir des années 90, c'est ça qui a fait à partir des années 2000 plutôt, c'est ça qui fait que la CEDEAO a beaucoup péché. Sinon, la CEDEAO, si elle était restée dans sa forme initiale, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il faut noter une chose. Le cas de l'AES, ce n'est pas le premier retrait. La Mauritanie s'est retirée de la CEDEAO. Il n'y a pas eu autant de boucan. Donc, si vous voyez qu'il y a tout ça, et que la CEDEAO même se donne une espèce de délai virtuel de prorogation, mais ça va engager qui? La question qu'on doit se poser, ça, c'est à quel niveau? Est-ce que dans les traités qui prévoient le retrait, est-ce que cette prorogation du délai de grâce, est-ce qu'elle existe? Je dirais non. Donc, est-ce que là, également, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on ne va pas encore vers une autre violation des textes? C'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, si aujourd'hui, les autorités de l'AE estiment que cela est, mais elles tirent toutes les conséquences et il n'y a aucune contrainte juridique à leur niveau. Parce qu'elles estiment qu'à partir du 29 janvier 2024, c'est terminé. Nous, on n'a plus d'engagement vis-à-vis de la CEDEAO. Par contre, on va donner des possibilités aux autres ressortissants de la CEDEAO, notamment les opérateurs économiques, de pouvoir continuer à faire les affaires. Nous, on n'a pas de souci. Et les autorités de l'AE sont dans cette dynamique-là. Maintenant, si les autres membres de la CEDEAO, États membres, sont dans une logique de négociation, je veux aussi dire que la Mauritanie s'est retirée, mais la Mauritanie a encore tenté de revenir. Donc des négociations sont en cours. Il a dit d'autres pays qui ne sont même pas de la région de l'Afrique de l'Ouest sont en train de venir, notamment la Tunisie et le Maroc. Mais encore une fois, c'est un État qui bloque leur entrée. Donc ça veut dire que le Mali est aussi, je dirais, il faut noter, parce que tout ça c'est de l'histoire, le Mali s'était retiré de l'UEMOA, mais le Mali est encore revenu dans l'UEMOA. Donc vous voyez que même s'il y a un retrait, il peut toujours avoir des négociations. Mais à ce stade, le délai, le 6 mois supplémentaire qui semble être accordé, moi je ne sais pas qui ça va engager. La question, franchement, j'ai bien envie de savoir, ça aura quel effet si la volonté est d'ailleurs qui est affirmée irréversible de se retirer, ça va avoir quel effet? Mais moi, j'ai bon espoir que les discussions vont continuer et que nous osons espérer, parce que dans tout ça, moi, je suis pour qu'on reste dans la CEDEAO. Moi, ça, c'est mon point de vue. Pour quelles raisons? Non, j'ai des raisons pour dire, ne serait-ce que les acquis économiques, mais je ne parle pas des questions politiques. Des questions économiques, aujourd'hui, c'est important. La CEDEAO est un modèle de réussite sur le plan économique, encore une fois, mais pas sur le plan politique, parce que la gestion politique a été une catastrophe. Et je crois que c'est ça qui a même amené toute cette situation. Si on n'avait pas justement ce pacte, mal de gestion de ce pacte de stabilité, de gestion de la paix et de la gouvernance, parce que les questions dont on parle, il y a eu aussi des coups d'État constitutionnels, mais qui n'ont jamais été sanctionnés par la CEDEAO. Donc ça fait qu'on peut avoir un sentiment de deux poids, deux mesures. D'accord. Professeur, il y a 6 mois supplémentaires pour permettre à l'AES de revenir à sa décision. Est-ce que vous estimez qu'il existe encore une chance pour aboutir à un compromis? Je pense bien que s'il y a compromis, le compromis c'est peut-être sur comment partir. Sinon, je pense que les 6 mois de négociation n'aboutiront à rien. Et quand on suit réellement la position de l'AES, c'est que l'AES est partie et elle est partie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus question de retour. Maintenant, de l'autre côté, on peut estimer qu'en 6 mois, on peut toujours continuer à négocier, comme il l'avait dit sur quels sont les paramètres qu'il faut faire pour que le divorce soit peu douloureux. Donc ce n'est que ça, sinon il n'y a plus question d'espoir. Est-ce que vous estimez que les États du Sahel ont le moyen de leur ambition? Oui, les États du Sahel ont effectivement les moyens de leurs ambitions. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on pense comme insuffisances, mais qui sont aussi, qui peuvent être transformées en avantage. Un exemple, ces 3 pays de l'AES sont les pays continentaux de l'espace de l'espace CEDEAO. Leur continentalité là.
c'est un avantage qu'ils peuvent exploiter. Donc, ensuite, il a dit, c'est plus de la moitié de la superficie de l'espace CEDEAO. Donc, ils peuvent bénéficier de tout cela parce que les autres pays ont besoin d'eux. Ils peuvent imposer même leurs lois en ce qui concerne les nouvelles relations. Je crois que on fait signe que nous n'avons plus de temps. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'AES-CEDEAO, un divorce toujours pas acté. Et nous étions avec professeur Dia, enseignant-chercheur à l'Institut de pédagogie universitaire, docteur Abdoulaye Ntigi Konaré, économiste à l'Université de sciences sociales et de gestion de Bamako, Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. À la présentation, c'était Imrana Kilomega. Merci d'avoir suivi ce débat. À un autre jour pour un autre débat.